Eh ben, Thomas Veillet, bienvenue ici à Lausanne. Tu passais presque par hasard, j'ai envie de dire, Presque pas par loin de hasard. chez nous. On a décidé de se poser quand même un petit peu ici pour discuter, faire un petit tour d'horizon. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas fait le tour des grands sujets, finance, bourse, etc. Je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire. Donc d'abord, bienvenue. Je suis Merci. très content de te revoir ici en personne. Euh, c'est un peu compliqué d'organiser des tournages comme on le faisait avant, mais voilà, là on a eu l'occasion, donc on en profite. Je te présente quand même rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc tu as de très nombreuses casquettes, je ne vais pas toutes les citer. Euh, Tu vas en oublier de toute je façon. vais en oublier de toute façon. Mais tu es un investisseur, tu es un expert pour vos bancs, tu publies chez nous plusieurs publications, dont Morning Bull, Morning Bull Plus, etc. Tu fais des vidéos sur YouTube, tu as ton propre site internet, investir.ch. Tu travailles même dans le domaine de l'automobile, tu Oui. testes des voitures, tu donnes tes impressions là-dessus. Tu travailles Ça, avec. c'est pas un travail. Ça, C'est pas un vrai c'est que du travail. bonheur, ça. Donc tu le fais gratuitement, bien sûr. Absolument, ou presque, ou presque. Donc tu travailles aussi avec de nombreux médias un petit peu partout en fait. Donc ce qui fait de toi quelqu'un de plus en plus en vue dans le domaine de la bourse. Peut-être je vais commencer par ça. Tu fais pas mal de vidéos en ce moment. Est-ce que tu as senti une popularité grandissante et plus de contact avec le public depuis que tu fais ça? Alors, je dois dire qu'effectivement, la vidéo YouTube, en fait, est un média que je connaissais pas et qui est super intéressant parce que ça génère vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il y a une foule qui suit vraiment de plus en plus. Il y a un vrai contact avec les gens. Il y a beaucoup d'échanges. Les gens ont tendance à beaucoup plus communiquer et répondre aux vidéos, à donner leurs avis. Donc, il y a un véritable échange. Et c'est vrai qu'il y a une visibilité qui est différente. Et ça fait 15 ans que je fais du média financier entre des blogs, des podcasts, etc., etc. Et c'était la première fois que je fais de la vidéo. Et là, de tout d'un coup, j'ai vraiment beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de questions. Et c'est vrai que les gens considèrent que tu es presque un ami et qui peut répondre à toutes leurs questions et qui répond surtout à toutes les questions qui ont trait au domaine de l'investissement. Donc oui, c'est énorme, mais c'est passionnant. Moi, j'adore. Hein. Donc En plus, je m'éclate vraiment à faire ce genre de choses. Enfin, j'ai la chance de faire que des trucs qui m'éclatent de toute façon, la plupart. Non, tous en fait, quoi. Tout ce que je fais, ça m'éclate. Et donc, c'est un truc de plus qui est vraiment assez magique. Donc ouais, je recommande à tous ceux qui nous regardent de suivre les vidéos de Thomas, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Moi j'ai beaucoup de plaisir à te suivre, je ne peux pas le faire tous les jours, mais si j'ai besoin de me faire un petit rafraîchissement ou un petit état des lieux de ce qui s'est passé pour la journée, me préparer pour ma journée, Ouais, c'est vraiment un format qui est parfait, donc bravo encore pour ces vidéos. merci. Euh, En les regardant, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est aussi quelque chose que les lecteurs de Vauban ont remarqué. Ils nous ont dit, est-ce que Thomas est devenu bear? Est-ce que Morning Bull a changé son fusil d'épaule? S'est-il tatoué un ours Alors, sur le bras? Voilà, il l'a fait. Donc, Complètement. Bon, nous avons- il y a le bout de l'autre côté quand même, hein, donc il y en a un de chaque côté. J'ai eu le droit de changer de tourner la veste en fait. Quoi. voilà, nous avons la preuve que tu as changé ton fusil d'épaule. Qu'est-ce que tu peux J'ai dire pas par changé rapport à mon ça? fusil d'épaule, je suis fondamentalement bullish. Mon nom c'est Morning Bull, mon pseudo c'est Morning Bull, ça restera Morning Bull. J'ai voulu symboliser ça parce que il y avait un côté de dire c'est la dualité finalement des marchés financiers. Pour moi, ça commence à représenter beaucoup de ma vie puisque j'ai 50 ans cette année et que ça fait 30 ans que je fais ça, donc j'ai fait plus de temps dans la finance que dans le reste dans d'autres domaines. Et donc du coup, j'ai voulu symboliser ça. Alors ça, c'est un côté symbolique. Après, la problématique des marchés aujourd'hui fait qu'effectivement, la seule chose que j'ai vraiment appris ou dont je suis hyper convaincu, c'est que les marchés montent. Maintenant, ça dépend toujours depuis quand jusqu'à quand. Mais si je regarde depuis moi, quand j'ai commencé dans la finance, on était à 300 sur le Dow Jones, pas besoin de vous dire où il est aujourd'hui. Donc ça monte, ça fait 30 ans et le Dow Jones a été multiplié. Donc il y a vraiment un côté assez intéressant et assez fabuleux sur le fait qu'on est en train de parler, on parle de crash, on parle toujours de correction boursière, de danger, mais fondamentalement les marchés montent. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est pas que les marchés vont arrêter de monter puis que c'est fini. Je suis pas en train de remplacer des mecs comme Edwards qui vient toutes les 3 semaines nous dire qu'on va perdre 85%. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des signaux aujourd'hui qui sont de zones d'euphorie. Et ça, c'est vraiment que je le dis. Mais la problématique de l'euphorie, c'est qu'on ne sait jamais quand c'est que ça s'arrête. C'est vraiment
l'orchestre qui joue et puis tout d'un coup, ça marche plus, quoi. C'est à quel moment on va tirer la prise. Et c'est cette problématique-là qui me fait peur. Donc, je préfère dire régulièrement attention, on va se péter la figure, parce que le jour où on se pètera la figure, je pourrais dire je vous l'avais dit. Donc c'est un peu pour cette raison-là. Non, c'est pas que pour ça, mais il y a tellement de similitudes pour ceux qui n'ont pas vécu le crash de l'an 2000, le crash internet comme on l'appelle, le dot-com, la dot-com bubble des années 2000. Eh bien, il y a des similitudes qui sont monstrueuses. Et ce serait aberrant de ne pas les voir ou de ne pas vouloir les voir. Et alors on me dit oui, mais cette fois c'est différent. Et il y a je rebondis là-dessus parce qu'il y a un type qui s'appelle Sir Templeton qui faisait de la finance pendant des années, qui était un immense philanthropiste et un immense financier, très respecté dans les marchés boursiers pendant des siècles, enfin des dizaines d'années. Et lui il disait les pires mots qu'on peut trouver en bourse, c'est cette fois c'est différent. Donc c'est pas différent. On est tous dans une phase de greed. On est tous super contents de gagner de l'argent parce que c'est facile. Parce qu'il faut reconnaître, c'est facile. Se planter aujourd'hui, pour l'instant, c'est très compliqué. Par contre, le jour où justement il y en a un qui va tirer la prise, pour une raison que j'ignore, ça peut être n'importe quoi. Tout d'un coup, le vent peut tourner et on peut se retrouver dans une situation délicate. D'où des commentaires que j'ai faits qui pourraient être interprétés comme quoi je suis en train de devenir bearish. Pas du tout. Je pense que le marché est fait d'opportunités. Et donc, l'appel que je dis, c'est soyez prudents, ayez du cash. Si jamais ça corrige, vous aurez l'occasion de pouvoir racheter. C'est pas de dire on va tous crever, comme je le dis souvent. C'est un joke, on va pas. Bah, si, on va mourir un jour. Enfin, quand j'en sais rien, mais la question, c'est vraiment ce fait de se dire soyons juste conscients que les arbres ne montent pas au ciel et qu'à un moment donné, la musique peut s'arrêter pour reprendre après. On l'a déjà vécu. On l'a vécu en 97, on l'a vécu en 98, on l'a vécu même avant, en 95, en 2000. En 2001, je veux dire, en 2001, les gens pensaient qu'on se remettrait jamais du 11 septembre. Le lendemain de l'explosion de la bulle du subprime, les clients me disaient « Thomas, plus jamais, jamais je ferai de la bourse de ma vie ». Voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus négatif. Je pense que, Mais prudent. En fait, ça rejoint ce que nous, on se dit aussi chez Vauban. Les portefeuilles qu'on publie, ils ont eu des surperformances complètement out of this world, complètement folles. En particulier sur la tech, c'est venu à un point où j'ai personnellement écrit à tous les gens abonnés à nos publications en leur disant attention, je sais que vous êtes euphoriques, je sais, on reçoit leurs lettres, donc ils nous remercient, ils n'en peuvent plus. Ouais. Et je leur ai écrit et j'ai dit si vous êtes assis sur des gains qui vraiment changent votre vie, sont importants, que vous ne vous sentez pas prêt mentalement à perdre, vendez un petit peu. Ce n'est pas normal que ça continue comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça pour toujours. Donc soyez prêts, soit vous êtes prêts, soit vous vendez un petit peu, puis vous réduisez un peu votre exposition pour avoir du cash au cas où. Exactement. Et ça me fait rebondir sur ce que tu disais justement, sur le sentiment d'être invincible. Moi j'ai une théorie là-dessus qui est que on ne s'est jamais vraiment remis de ce qui s'est passé en 2008. Les gens ont toujours eu l'impression de vivre dans une crise. D'ailleurs, on a des analystes qui nous disent qu'on n'est jamais sorti de cette crise-là, que tout va s'effondrer du jour au lendemain, etc. Et je le ressens avec les lecteurs de Vauban aussi, qui me demandent toujours c'est quand le prochain crash, c'est quand le prochain crash. On était très très loin de l'euphorie il y a encore un an, en fait. Et tout le monde attendait ce crash. Et ce crash, il est en quelque sorte arrivé avec le Covid, mais on est remonté à toute vitesse et de façon vraiment inattendue. Je pense qu'il n'y a personne, tout le monde parlait du V-shape recovery, mais personne n'y croyait. C'est quasiment ce qui s'est passé, en tout cas en bourse. Et maintenant, alors les gens ont une vraie raison de se sentir invincibles. C'est que même quand il y a une pandémie mondiale, les actions doublent. Ouais. Et ça, je pense que ça a créé un sentiment chez beaucoup d'investisseurs, en particulier ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais vécu de grosses pertes. Et moi, ça me fait assez peur, en fait. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette crise-là, ou de ce mini-crash, et de la rapidité avec laquelle il s'est remis ? Ce qui est surtout frappant, c'est qu'on constate qu'il y a une vraie manipulation. Enfin, peut-être le mot manipulation est un peu fort, mais il faut quand même bien prendre conscience que le rebond qu'on a eu au mois de mars, fin mars l'année dernière, c'est pas un rebond qui a été induit parce que tout d'un coup, on s'est dit ouais, je vais faire un pari parce que je pense que ça va repartir. On était tous conscients que ça devait repartir un jour, cette économie, cette situation. Par contre, il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu une baisse des taux massive de la part de la Fed, des injections monétaires monstrueuses. Je veux dire, les chiffres mis bout à bout, de milliers de milliards, on n'arrive même pas à imaginer ce que ça représente.
Je me suis amusé l'autre jour dans une chronique à dire sur 1,9 trillion ce que ça représentait en Aston Martin. Pour donner un exemple. C'est complètement ahurissant. C'est impossible à réaliser parce qu'on ne peut pas les produire. Elles n'existent pas déjà physiquement. Donc c'est complètement incroyable. Les montants qui ont été mis sur la table, personne ne se pose la question de savoir d'où vient ce pognon. Alors oui, c'est de l'endettement, mais bon, les États-Unis sont endettés à un niveau maintenant, c'est même plus une dette. C'est juste, c'est monstrueux. On disait à l'époque de George Bush que la dette, elle montait, mais après Obama, c'était encore pire. Et puis maintenant, c'est juste, on se pose même plus de questions, il n'y a plus de limites. Il faut quand même se dire qu'un jour, cet argent, il faudra peut-être quand même imaginer qu'on va le rembourser, ou alors on va annuler la dette américaine un jour. C'est une autre discussion. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'effectivement, ils ont tout fait. Quand je dis ils, c'est les politiques, pour que ça remonte. Donc, pour surtout pas qu'en plus d'une pandémie, on ait un effondrement boursier total. Je pense qu'il y avait aussi un enjeu là derrière, à savoir qu'il fallait avoir cette image de marque, ces marchés boursiers, parce que la bourse reste l'image de marque du pays. Si on a un Dow Jones qui est moins 80% et puis 400 000 morts aux États-Unis, au niveau de la motivation du peuple, c'est compliqué pour remonter à la surface. Donc du coup, je pense qu'il y avait cet intérêt à que ça remonte assez rapidement. Alors c'est facile de dire après, parce que pour être très honnête, moi je ne croyais pas au crash avant que ça soit vraiment déclenché fin février, et je ne croyais pas au rebond avant 2-3 mois. Je pensais que c'était plutôt un dead cat bounce, mais c'est vrai, on a vu des liquidités phénoménales arriver dans le marché. On a vu aussi le fait que les gens qui avaient de l'obligataire, quand vous avez zéro d'intérêt, autant aller prendre des dividendes sur les boîtes qui payent des dividendes. On a vu la tech qui est repartie, puis on a vu les gros noms de la tech qui ont cartonné de manière incroyable dans une situation où on pouvait se dire mais comment c'est possible ? On s'est rendu compte simplement que tout le monde, même quand on était confiné, on est toujours un peu à moitié. Moi, je veux dire, j'étais quelqu'un qui allait assez facilement dans les magasins. Je n'y vais plus. Je suis le meilleur client d'Amazon et je ne reviendrai pas en arrière. Apple, Apple c'est Apple. Microsoft, ils ont toujours. On a vu que ces géants de la tech ont ultra bien performé. À côté de ça, on se rend compte qu'on n'a plus assez de semi-conducteurs, donc on a un shortage au niveau des semi-conducteurs. On a toute la crypto-monnaie qui consomme énormément de semi-conducteurs, et on a toutes ces choses qui se sont mises en place. Pourtant, l'économie réelle, ce qu'on appelle Main Street, aujourd'hui, ils sont toujours dans le commun. On a toujours un chômage monstrueux aux États-Unis. On dit qu'il a baissé, mais il faut toujours prendre les choses avec des pincettes. Ailleurs en Europe, ça ne s'est pas forcément amélioré. On a quand même juste la moitié des restos en Europe, pratiquement tous les restos en Europe qui sont fermés. Donc il y a quand même une image de l'économie réelle qui n'est pas bonne. Et on voit cette révolution qui bouillonne aussi de Main Street qui dit mais attendez, nous on n'en profite pas forcément. Alors oui, monsieur Elon Musk est passé de 80 milliards à 200 milliards de fortune. Oui, moi pas perso. Donc je veux dire, l'impact n'est pas forcément le même. Et donc je pense que toute cette crise et ce rebond qu'on a vécu aujourd'hui, il est surprenant d'une certaine manière, mais il a anticipé un certain recovery. On a tendance à avoir voulu se dire, on y va parce que ça va redémarrer. Maintenant, c'est vrai qu'on a des indices qui semblent dire que c'est bon, ça démarre, et le marché continue de monter parce que ça démarre. Donc en fait, on a anticipé le recovery, monté pour ça, et maintenant on est content parce que ça monte encore. J'ai l'impression qu'on a enlevé le côté négatif et le côté on n'est pas content. Et il y a eu des choses qui ont été vraiment impressionnantes, et on a raté des trucs mais monumentaux dans les marchés. Les pétrolières, par exemple, plus personne en voulait il y a 6 mois en arrière. Vous avez des pétrolières qui ont triplé, des Exxon qui ont triplé en l'espace de quelques mois. Vous avez je regardais l'autre jour Ford. Ford, c'est pas la marque qui vous dit dans l'automobile, waouh, c'est super. Ford, ça valait 3,5 il y a 4 mois en arrière, ça vaut 14. General ça fait Motors x4, aussi. General Motors, Porsche, toutes les voitures ont explosé. Et quand je regarde à côté, vu que je fais aussi un peu d'automobile à côté, c'est pas la folie. Au niveau des consommations réelles des gens qui vont acheter des voitures, c'est pas la folie. Donc, il y a un peu de tout ça, mais en même temps, il y a une telle volonté politique, gouvernementale, des banques centrales. On dit toujours ne jamais aller contre la Fed. Voilà, on ne va pas contre la Fed. Et la Fed l'a encore dit hier, on ne vous lâchera pas, on sera toujours là. L'inflation, on la contient avec mes petits bras musclés. Et puis de l'autre côté, on va nous faire encore Qu'est-ce qu'il a annoncé ? Alors, il arrive déjà à nous annoncer la croissance qu'on aura à la fin de l'année sur le GDP, c'est extraordinaire, c'est formidable. Il arrive à nous dire qu'il n'y aurait pas de hausse des taux avant 2023, il n'en sait rien. Mais on n'a aucune visibilité. Mais le gars, il arrive à nous dire avant 2 ans, aucun risque. Super. C'est-à-dire que là, on est freelance jusqu'en 2023 avant qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, aucun système aujourd'hui politique ne peut se permettre que ça se pète là. En plus, la figure.
Je veux dire, on prend d'autres exemples de pays. Macron, par exemple, aujourd'hui, la France, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir en plus le CAC 40 qui s'effondre. Biden, aujourd'hui, c'est sa chance, là, il ne peut pas se planter non plus. Donc, ils doivent maintenir ce marché, quitte à que ce soit peut-être artificiellement. Donc, la question, c'est de nouveau, on revient sur cette espèce de phase où on se dit, on est dans une euphorie. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Et maintenant, on sait en plus qu'il y a plein de particuliers qui viennent d'arriver en bourse et qu'un crash boursier provoquerait plus de dégâts sur les particuliers que ça aurait été le cas il y a encore 1 an ou 2, quoi. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la bourse. Alors ça aussi, c'est symptomatique de ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Alors je ne vais pas faire le vieux con qu'elle a depuis 30 ans, mais en l'an 2000, quand on a vu Monsieur Tout le Monde et de tous les horizons, des gens de tous les horizons venir pour dire « Ouais, la bourse, c'est facile parce que de toute façon, ça fait que monter. » Et c'est vrai, on a une période entre septembre 99 et mars 2000 où vous achetiez n'importe quoi, ça prenait 10, 20, 30%. Ça faisait, j'ai déjà cité des exemples dans des vidéos ici en disant, mais à l'époque, on disait tout ce qui va à 1 va à 10, tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000. C'était facile la bourse. Et donc, du coup, on avait cette dynamique où les gens achetaient tout et n'importe quoi et tout le monde s'est dit, ah ben c'est bon, j'ai qu'à devenir trader. Et même moi qui étais trader dans une banque à l'époque, j'ai pensé à quitter mon job pour faire trader indépendant parce que c'était devenu tellement facile. Donc en fait, la problématique, elle est là, c'est que aujourd'hui, tout le monde vient, c'est clair, c'est un peu le principe de la rue vers l'or dans les années la fin du XVIIIe siècle, où ils sont tous arrivés au Texas, en Californie, parce qu'il y avait de l'or dans les rivières, et puis ils voulaient tous être riches. Là, c'est un peu ça, on veut tous avoir notre part du gâteau, c'est ce qui est parfaitement normal, mais tout le monde vient avec des connaissances qui sont limitées, et une expérience limitée. C'est peut-être pas les connaissances, mais surtout l'expérience. En fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est ce côté, oui, mais vous savez pas ça, ce qui s'est passé avant. Et quand je parle à certaines personnes, l'autre jour je parlais à quelqu'un qui avait 22 ans ou 23 ans, et je lui expliquais ce qui s'est passé en l'an 2000, et il me regardait comme ça, forcément, il avait 2 ans, quoi. Donc, c'était pas sa première préoccupation à l'époque, mais ça, c'est l'expérience qui manque. Donc, ceux qui ont vécu les claques pendant ces dernières années, forcément, on a encore des cicatrices qui font bobo. Donc, on a tendance à réagir un petit peu différemment. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde, et moi, je croule sous les demandes. Il y a des gens qui veulent avoir du coaching indépendant, qui veulent que je les voie en one-to-one pour leur expliquer comment faire de l'investissement. Mais voilà, moi, je suis trop occupé à devenir riche, moi, tout seul dans mon coin déjà. Donc, non, mais je veux dire, le truc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une énorme demande, ça c'est vrai. Et c'est encore un signe de plus qu'on arrive très très loin, très très vite. Et c'est vrai, encore une fois, c'est difficile de deviner et de dire ouais c'est maintenant. Mais il y a plein d'indices. En tout cas, si on pouvait revenir en arrière et juste filmer en live ce qu'on a vécu entre janvier 2000 et mars 2000, dans ces 8 semaines là, si on pouvait juste le revivre, on se rendrait compte que waouh, les similitudes, c'est spectaculaire. Alors voilà, après c'est différent, oui, il n'y avait pas les cryptos, oui, il n'y avait pas les taux à zéro, oui, les sociétés à l'époque, elles ne gagnaient pas autant d'argent qu'elles en gagnent aujourd'hui, oui, mais... Le retour de l'inflation, c'est le thème du moment, qui sera probablement oublié dans 3 mois. Dans 3 heures, puisque le heures. n'est pas hier soir. Est-ce que c'est un truc auquel tu crois, que tu juges totalement impossible, peut-être probable, une vraie inflation qui revient, qui vient tuer la croissance? Ça te paraît un scénario crédible sur le long terme? Moi, je pense que non. Je pense que c'est une peur qu'on se remet à chaque fois. Mais en fait, de nouveau, on est très fort. Ce qui est vraiment passionnant dans les marchés boursiers, pour moi qui suis un chroniqueur. Donc, moi, je fais quoi le matin? Je regarde des articles, je lis des articles, je bouffe des médias en permanence sur la finance. Et je me dis, mais c'est marrant parce que là, on vient me dire, ouh là là, l'inflation, c'est horrible, il faut surtout pas avoir des techs. Et le lendemain, on dit l'inverse. Ouais, les techs, c'est super parce que la croissance, c'est là qu'il y en a. Puis l'inflation, de toute façon, va. Donc, on est capable de tourner la veste à une vitesse absolument hallucinante. Après, dans la réalité, on a eu une économie qui a été stoppée net. Partout dans le monde. Pas juste à un endroit, partout dans le monde. Fin mars l'année passée, il y a tout qui s'est arrêté. Plus rien n'a fonctionné. Au début, on s'est dit, il n'y a plus rien qui fonctionne.
sauf, on va dire, ces économies sous-jacentes qui sont l'économie Internet, quoi. Enfin, Amazon et consorts continuent à cartonner. Puis on a vu des nouveaux noms arriver qu'on ne connaissait même pas. Zoom, Peloton, enfin, toutes ces boîtes qui ont profité finalement de la pandémie. Et puis, malgré tout, l'économie globale, on a eu 40 millions de chômeurs supplémentaires, 40 millions de personnes qui ont perdu leur job aux États-Unis. Enfin, l'hécatombe partout. Et on a baissé les taux. On a mis les taux à zéro, voire en négatif dans certains pays. Enfin, nous, en Suisse, on est experts pour ça, donc c'est pas un souci. Et puis, petit à petit, on s'est dit, ben voilà, ça va repartir. Etc. Donc, logiquement, si on a une économie qui est éteinte, il faut à un moment donné rechercher de l'inflation. Une économie où il n'y a pas d'inflation, c'est une catastrophe. Ça devient même pire. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'aller chercher cette inflation idéale autour des 2%. Et forcément, on doit y aller. Donc, forcément, elle doit monter. Et c'est même normal. Là où ce serait important, c'est de voir comment les banques centrales vont être capables de s'ajuster ni trop vite, ni pas assez, pour ne pas faire caler l'économie en montant les taux trop brusquement. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand je vois par d'où viennent les banques centrales aujourd'hui et tout ce qu'elles ont mis en place pour soutenir cette économie, plutôt pour soutenir ces bourses mondiales et après l'économie, ils vont pas commencer à dire « Ah, bah, je monte les taux de 3%. Oh, désolé, j'ai fait caler l'économie. » Non, ils vont réfléchir un peu plus intelligemment. Donc, j'ai envie de croire que des gens comme M. Powell ou comme Mme Lagarde, par exemple, sont des gens qui sont plutôt intelligents. Donc, je pense qu'ils vont le faire intelligemment. Puis, c'est pas qu'ils sont tout seuls dans un bureau avec un bloc de papier. Ils ont un staff derrière, donc je pense que ça va être calculé. Aujourd'hui, je pense que la théorie de la hausse de l'inflation, l'arrivée de l'inflation galopante, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, mais qui l'utilisent aussi simplement pour justifier aussi la théorie des rotations de secteur. Et puis, voilà, il faut juste avoir quelque chose à manger. Il y a des jours, moi j'écris une chronique, vous le savez, tous les matins, j'écris une chronique sur les bourses mondiales, mais il y a des jours, je me dis, mais c'est me pète chaud. Un, il n'y a rien à dire, et puis deux, on est en train de dire tout et son contraire en l'espace de 48 heures, et tout le monde trouve ça normal. Donc, l'inflation, bah ouais, c'était le thème du moment. Hier, par rapport au dernier meeting de la Fed, ce qu'a dit M. Jérôme Powell, bah, ça paraît peu probable qu'elle soit... en tout cas, il a l'air d'être plutôt sûr de lui. Hein, donc, évidemment, il ne peut pas avoir de certitude, mais j'imagine qu'il a déjà son plan dans la tête pour pouvoir maîtriser, et il a des chiffres que nous, on n'a pas. Et donc, je pense que même si ça me paraît incroyable que les États-Unis soient à 6,5% de croissance à la fin de l'année 2021, et avec un chômage à 4,5%, s'il le dit en faisant à l'œil, ça me paraît un peu tendu. Je pense qu'il sait plus ou moins ce qu'il fait et où il veut aller. Après, il a aussi la possibilité de jouer un peu avec les chiffres de son côté. Mais voilà, je pense que l'inflation, pour moi, c'est pas... Je pense pas que c'est un problème. Enfin, tout est géré, tout doit être gérable. De toute façon, ce qui va déclencher une éventuelle correction boursière et une panique générale, c'est en tout cas pas un truc qu'on attend. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est une certitude. Ben, parmi les matières premières qui ont un peu fait résonner ce thème de l'inflation, il y a le pétrole qui nous a fait les montagnes russes depuis un an, un peu plus d'un an. C'était un thème sur lequel toi, tu étais vraiment plutôt haussier. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Là, maintenant, on s'est retrouvé avec un pétrole autour de 64-65 $. Effectivement, il y a eu une opportunité gigantesque l'année dernière d'entrer sur des pétrolières comme Exxon que tu as cité. Tu te positionnes comment aujourd'hui par rapport au pétrole, à l'énergie? C'est toujours un actif qui t'intéresse? Je suis méga boule. Non. Oui, parce que, bon, il y a deux choses. Moi, j'ai jamais été un défendeur devant l'éternel de tout ce qui était green à 100%. Pas parce que je suis contre ou parce que j'aime polluer, la question n'est pas là, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le pétrole est quelque chose, c'est pas juste de l'essence ou du diesel qu'on met dans une voiture et qui fait des nuages et puis qui pollue. Le pétrole, c'est plein d'autres trucs. Et aujourd'hui, on peut pas venir me dire oui, on va supprimer le pétrole parce que c'est génial et puis il n'y a plus de nylon. Enfin bref, il y a plein d'applications qu'on utilise. Tout d'un coup, de dire on n'utilisera plus jamais le pétrole, c'est complètement utopique. Il y a une deuxième chose qui avait fait beaucoup de mal au pétrole l'année passée, en plus du ralentissement économique. On s'est dit, les gens sortent plus, ils vont plus en voiture, ils vont plus avec des bateaux, ils vont plus avec des voitures, il n'y a plus de camions, bref, moins de consommation. Résultat, moins d'essence brûlée, résultat, moins de pétrole vendu. Il y a eu là tout ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi ce côté où on se dit que les gens ne voudront plus jamais parce que c'est mal. Il y a eu toute cette thématique de l'ESG, de l'ISR,
du green investment qui est devenu probablement un des thèmes les plus utilisés depuis 2 ans, où les gens sont devenus complètement fous d'investir dans le côté vert. Ce qui est bien, c'est une super bonne idée. La problématique, ce qu'on a oublié, ce qu'on a eu tendance à oublier, c'est qu'on s'est dit, alors si on investit dans le côté vert, déjà les pétroliers on n'en veut pas, l'armement on n'en veut pas, tout ce qui n'est pas super green, on n'en veut pas. On fait les pistes cyclables larges comme des avions de chasse, des avions de ligne à Genève, pour compenser, bref. Et puis derrière, on s'est dit, on n'en veut pas, on ne veut plus investir dans les choses qui polluent. Et donc les pétrolières sont aussi fait massacrer parce que les gros fonds, on n'en voulait plus. Et puis tout d'un coup, on arrive début de l'année 2021. Alors le pétrole remonte parce que c'est un indicateur avancé d'une reprise économique. On voit que les bateaux naviguent un peu, que les avions revolent de plus en plus, que les gens ressortent. Enfin tout ça repart, on a cette dynamique qui se remet en place. Et puis on se rend compte qu'on nous parle de rotation de secteur. Puis on nous dit, il y a un secteur qui est super en retard, c'est un peu les pétrolières. Et puis les pétrolières qui accessoirement, entre deux, ont entamé leur métamorphose, mais on les a mis de côté. Parce que vous regardez aujourd'hui une boîte comme Total, par exemple, elle a 60% de ses revenus, c'est du green energy. Donc il ne faut pas me dire que c'est une pétrolière à 60%. C'est pas pareil, à 40%. Et Exxon aussi en train, un peu plus lentement, parce qu'Exxon c'est un peu les bornés de service, mais ils vont faire leur boulot aussi, ils n'ont pas le choix. Ils font le move alternatif. Mais en attendant, ces mecs-là, ils vous payent du 9, du 10% de dividendes, rubis sur l'ongle, ils ont toujours payé. Et puis là on se dit, ah ouais, mais bon là, ouais, d'accord, c'est un peu sale, mais quand même, ils payent 10% de dividendes, quoi. Donc quand on pense que l'inflation va revenir, que la croissance va se péter la figure, que la croissance, tous les stocks de croissance vont subir cette hausse de l'inflation, on se dit, tiens, je vais acheter du pétrole. Alors il faut que je trouve une bonne raison pour dire que c'est pas que je suis polluant, mais enfin bon, quand même. Et donc il y a cette reprise, et puis là on voit que le pétrole, le baril repart, on voit que les stocks, entre deux, les Saoudiens, ils ont arrêté de produire, donc du coup, il y a de moins en moins de production, mais ça consomme quand même, donc ça fait monter le prix, etc., etc. Et puis à côté de ça, vous avez tous les spéculateurs, les ultra-spéculateurs du pétrole qui se sont fait démonter l'année dernière quand ça a baissé, les hedge funds et consorts, on n'a plus entendu parler d'eux. Et ça, je peux vous faire une promesse ici, devant cette caméra, que quand le baril sera de nouveau à $100, on va de nouveau entendre parler d'eux. Ils vont nous dire, ouais, le baril, il va à 300. Et c'est là qu'il faudra recommencer à vendre le pétrole. C'est ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on a encore ce potentiel de hausse. Techniquement, le chart est fabuleux. Il va aller chercher les 75, casser les 75, le prix va aller à 100. Et là, on va avoir tout d'un coup les gens qui vont commencer à revenir, ouais, je veux traiter du pétrole. On a eu monsieur Pierre Endurant, qui est un hedge fund manager célèbre, il y a 2 ans en arrière, quand le pétrole était à 100, qui a fait tout un sketch à la télé pour dire, oui, il va à $300, blablabla. Pof, derrière, on a tout perdu. Et c'est un grand classique. Quand tout d'un coup, vous avez des targets aberrants qui viennent s'annoncer sur le pétrole, c'est là que ça se pète la figure. On a la même chose sur l'or. Ils ont fait le sketch l'autre jour, alors il va à 4, mais boum, 1750, il ne bouge plus. Donc, voilà, je pense que le pétrole, il ne faut pas le vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense quand même que c'est un asset, on ne peut pas faire autrement. Et puis, même si un jour, il n'y aura plus de pétrole sur la Terre, c'est un asset qui va être très rare. Et puis à la fin, tout le monde va courir après, donc c'est quelque chose qui devrait monter encore. Et pour terminer sur le pétrole, moi, quand j'avais... je pense que je devais avoir 15 ans, on parlait déjà que le pétrole allait disparaître de la circulation. Mon père me disait, je me souviens comme si c'était hier, ouais, tu verras quand tu auras 25 ans, il n'y aura plus de pétrole. Bon, les gars, j'ai 50 ans, et puis apparemment, ça va toujours. Hein, donc, et puis je pense que ça va durer encore un moment. En fait, le terme de pic pétrolier, il a changé de sens depuis 20 ans. C'est que quand nous, on était gamins, le pic pétrolier, c'était il n'y aura plus de pétrole. On ne va plus jamais en trouver, ce sera terminé. Et puis un jour, voilà, le robinet de pétrole, il n'y aura plus que la dernière goutte, ce sera fini. Maintenant, le pic pétrolier, c'est on va arrêter de le consommer, puis on n'arrivera jamais au bout du stock. C'est là qu'on voit qu'en fait, le narratif, il change, toujours sur le même thème, mais avec finalement assez peu de cohérence et de réalisme. Bien sûr, mais je ne pense pas qu'on va faire un débat écologique de tout ça, mais de cette discussion. Mais sur le fond, je pense qu'aujourd'hui, je veux bien qu'on nous dise qu'il faut repenser notre manière de vivre, de consommer, oui. Et de polluer via le pétrole, oui. Il y a des solutions qui s'améliorent, mais je pense que la radicalisation, c'est jamais la meilleure des solutions. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, quand on me dit oui, il faut arrêter de polluer, donc il faut avoir plus que de voitures électriques, puisque c'est là-dessus qu'on se concentre. Mais il n'y a pas que la voiture qui consomme du pétrole sur Terre. Quand vous regardez les porte-containers qui, eux, je le rappelle,
ne tournent pas à l'électrique ni à la voile. Donc c'est quand même des gros consommateurs et des gros pollueurs. Et ceci, pour l'instant, personne n'est en train de leur dire « Ouais, il faut arrêter, on va faire autrement ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des raisons commerciales derrière. Donc je pense que, sans compter toutes les applications, je pense que si on regarde ce qu'il y a dans cette pièce, je crois qu'il y a du pétrole dans à peu près tous les objets qui sont ici. Donc à un moment donné, on dit quoi ? On fait quoi ? On fait tout, on les taille en bois, les objets qu'on fait. Je veux dire, je sais pas, là, je pense que la moitié 100% de mes freins, il y a du pétrole dedans. Donc on va les remplacer par quoi ? Juste pour me dire, hein, parce que... Puis moi, les trucs en coton naturel ou directement tricotés sur le mouton, ça ne m'excite pas trop. Ça peut gratter. Ouais. Ça peut gratter. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a toujours été un peu le vilain petit canard. Tu as pris combien d'actions GameStop Combien j'en ai en position ? Je suis sûr que tu es dedans jusqu'au cou. Ah, folie. Bah en fait, c'est moi qui je mets le bandeau rouge et puis deep fucking value, c'est moi. Ça, ton ami. Non, alors oui, alors voilà, ça c'est encore un exemple. C'est l'hyper spéculation. C'est pour ça que j'en parle, parce que on n'en a pas parlé tout à l'heure. Personnellement, moi j'étais sûr que c'était la fin au moment où GameStop est parti à $300. On est toujours là. Ouais. Mais je reste relativement inquiet à cause de ce qui s'est passé, donc je suis curieux d'avoir ton avis. C'est de l'hyperspéculation. L'hyperspéculation est un signe de fin de cycle, parce que tout le monde veut s'y mettre, et la manière dont ils s'y mettent, elle est assez intelligente, parce que si on regarde la mécanique qu'ils ont utilisée pour faire monter le titre, il y avait quand même un peu plus de réflexion que de se jeter comme un âne face à des hedge funds, donc ils ont quand même bien réfléchi. Par contre, c'est de la manipulation. D'une manière ou d'une autre, ça s'apparente à de la manipulation boursière. Alors, on ne va pas jouer la police non plus, parce que je pense que les hedge funds n'ont rien à revendiquer dans ce sens-là. Ils ont aussi fait leur part de manipulation. Ça met en avant le concept du short, ou le fait où on s'est rendu compte que les excès de short ne sont pas forcément bons. Je pense que le short selling est une nécessité, est un mal nécessaire dans le marché. Par contre, là où on s'est rendu compte, c'est que quand vous arrivez à un stade où, au moment où GameStop est vraiment explosé à la hausse, ils étaient 120% de la market cap était shorté. Ce qui veut dire qu'ils ont vendu des titres qui n'existaient pas. Donc là, il y a un problème. Il y a un énorme problème, et peut-être que là, on devrait se poser la question de dire, sur une société normale, le maximum où on a le droit d'aller short, c'est 50%, peut-être. Mais 100%, ça ne joue plus vraiment. Là, on a vu les limites. Maintenant, on est en train de tester les limites dans l'autre sens. C'est que les chiffres de ces derniers jours, on n'a jamais aussi peu de short dans le marché, ever, quasiment. Donc jamais le marché n'a été aussi peu short. Donc ça réduit la liquidité, première chose, donc ça augmente la volatilité. Et puis troisièmement, ça veut dire que tous les hedge funds qui régulaient tout ça, ils ont la trouille pour l'instant, parce qu'ils ont en face d'eux des gars qui sont en train d'essayer de choper la première occasion pour aller tirer derrière. Pourtant, si on réfléchit simplement à la réflexion fondamentale, le gars qui short du GameStop aujourd'hui, hier, même à $20, il avait raison. D'un point de vue strictement fondamental, cette boîte ne vaut rien. Et il faut arrêter de me dire que oui, on a monté un comité de restructuration pour réinventer le business. Non mais attendez. Bien sûr. Ils vont réinventer quoi ? Alors à moins qu'ils se mettent dans la biotech et qu'ils trouvent un vaccin contre le cancer, je ne discute pas. Mais je veux dire, en l'occurrence, là, ils viennent nous dire qu'ils vont repenser la vente des jeux vidéo pour aller court-circuiter des plateformes comme Sony et Microsoft pour pouvoir devenir un leader et que ça vaut $400. Non, il faut arrêter 2 secondes. Ce machin, pour l'instant, ça perd du pognon tous les trimestres. Je me réjouis le 1er avril parce qu'en plus, ils publient les résultats le 1er avril. C'est pas une blague. Et, je me réjouis de voir ce que ça va donner parce que fondamentalement, ça vaut pas ça. Et on a atteint des aberrations au niveau des marchés boursiers qui sont effectivement un signal hyper dangereux de attention, ça va nous péter la gueule. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est peut-être pas la première. Il y en a eu d'autres. Il y a eu AMC où on dit que maintenant, oui, le cinéma, c'est une industrie d'avenir. Oui, on voit bien. En ce moment, c'est super l'industrie d'avenir. À 5 ans, dans une salle de 500 pièces, c'est clair, de 500 personnes, on va rigoler. Donc, il y a encore ce côté où maintenant, ils sont tous en train de chercher la prochaine occasion. Et puis, on raconte tout et n'importe quoi pour faire monter les marchés. Donc, c'est dangereux. Et ça montre un niveau où ça part dans tous les sens et qu'à un moment donné, la machine, comme je disais, ça s'arrête. Et puis quand ça s'arrête, il n'y a plus personne. Et on l'a vu, quand ça a commencé à baisser sur GameStop, c'est pas qu'elle baisse à coût de 3%. Donc ça coûte 30-40% par jour. Alors elle remonte derrière, soit parce qu'ils continuent leur manipulation. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de volume sur GameStop. Les gens sont en train de sortir et ils sont en train de se retrouver tout seuls dedans. Finalement, ces gens de Wall Street Bet.
Et donc, cette théorie, elle marche, mais si vous êtes tous ensemble dans le même sens. Mais si vous n'avez plus personne en face, au bout d'un moment, ça ne joue plus. Donc, et c'est toujours la même chose. Si vous dites, on y va, puis on monte. Et puis, c'est le jeu de l'avion. Hein, c'est le dernier rentré. Quand ils vont commencer à vendre, ce sera le dernier sorti qui sortira tout en bas. Donc, il y aura forcément des dommages collatéraux dans ce genre d'histoire. Et ce n'est pas un bon signe. Ça, c'est sûr. Mais voilà, après, ce qui était intéressant, c'était ce combat Wall Street, Main Street. Finalement, c'est la révolution. C'est une forme de révolution. Mais ça fait peur, et ça fait très très peur. Mais je pense qu'on est en train d'aller dans l'aberration de l'autre côté, maintenant, parce qu'il y a de moins en moins de shorts. Et je trouve, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention de la part de la SEC. Au bout d'un moment, parce que là, ça devient juste n'importe quoi. Et je pense aussi que ça soulève un autre point, c'est qu'on sait comment valoriser une société. Aujourd'hui, on le sait. On sait que ce n'est pas toujours exact, mais on sait qu'on peut plus ou moins estimer ce que ça vaut. GameStop, ça vaut 0, à peu de choses près. Donc, à un moment donné, quand vous avez une société qui vaut 0 par rapport aux chiffres qu'on connaît, laisser ce titre-là monter à $400 et le laisser légalement traité, il y a un problème quelque part. Mais... Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est justement qu'en plus des gens très très influents, notamment dans le milieu financier, sont venus encourager ce phénomène de Wall Street contre Main Street et encourager les gens qui connaissent rien à la bourse à aller acheter du GameStop juste pour faire la bataille, quoi. Merci, monsieur Elon Musk. Il n'était pas seul. Il était vraiment beaucoup. Oui, c'était vraiment beaucoup. Et c'est des gens qui sont milliardaires. Si eux, ils perdent un petit peu sur GameStop, c'est pas grave. Je pense que pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup plus impactant. Et je pense que ça, c'était vraiment le signe d'une sorte d'irresponsabilité qui s'installe un petit peu sur le marché, où même des gens très influents se disent tout ça, c'est finalement qu'un grand jeu. Et puis, il n'y a pas d'enjeu, quoi. On peut s'amuser. T'as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis Elon Musk, je veux bien aller mettre 10 millions sur la table pour jouer du GameStop. De toute façon, 10 millions, c'est 5 centimes pour moi, je me baisse même pas pour les ramasser. Donc il y a ce côté engouement où je pense que pour certains de ces CEO milliardaires aujourd'hui qui ont réussi ou qui sont milliardaires, je pense que c'était une certaine satisfaction, limite jouissif. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'Elon Musk, il y a juste tous les hedge funds du monde qui étaient short. Et il les a mis minables tous. Et donc aujourd'hui, le gars, il doit s'éclater pour dire les gars, je vais vous expliquer comment ça marche. Et il se fait plaisir. Après, l'autre problématique, là où on se rend compte qu'il y a une problématique, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce de marketing qui est fait sur ce genre d'événement de la part de personnes qui sont influents. Et à quel moment, finalement... On a vu, Elon Musk, dès qu'il dit quelque chose, le titre, la crypto, elle bouge de 10, 15, 20%. Il y a un moment donné, quand vous avez cette fonction-là, qui est l'homme le plus riche du monde et un visionnaire, il y a un moment donné, il y a une certaine responsabilité à dire « je ferme ma gueule ». Il me semble. Mais visiblement, tout le monde n'a pas le même avis, quoi. Voilà. On est d'accord sur plein de choses, mais on n'est pas d'accord sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Je t'ai dit, je ne voulais pas en parler. Un mot alors, non, rapide. Bien sûr. On en a parlé, ça fait partie des thèmes qu'on abordait rapidement, que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit que tu t'intéressais pas trop à ça, de toute façon, voilà. Ça fait pas partie des choses que tu regardes de près. Maintenant, je pense que tu peux plus éviter le sujet, tu n'as pas envie d'en parler parce que tout le monde doit te poser des questions là-dessus. Rapidement, tu penses que c'est le signe d'une bulle, que tu ne sais pas ce que c'est ou c'est quelque chose qui va quand même rester Alors, qui servira un jour à quelque chose? Je vais faire autrement. Je vais revenir en arrière, très loin dans le passé, parce que je me base un peu sur mon expérience. Quand j'ai commencé dans ce milieu-là, on m'a laissé le choix entre aller faire du trading sur les actions, entre aller faire du trading sur les obligations, entre aller faire du trading sur le forex ou sur les métaux précieux. Et j'avais le choix. Et ma réflexion, c'était les obligations, j'ai jamais rien compris et je trouve ça chiant à mourir, c'est mon avis. J'ai plein d'amis dans les obligations qui vont adorer ce que je dis. Et de l'autre côté, j'avais le forex où je comprenais pas et j'arrivais pas à me dire comment est-ce que je peux investir en pariant sur un pays, sur une monnaie. C'est trop complexe. Alors que dans les actions, j'avais la satisfaction de pouvoir me dire si j'aime bien cette boîte, j'aimerais bien bosser avec elle. J'aimerais bien investir avec elle. J'aimerais bien acheter leurs produits. C'était beaucoup plus facile à imager pour moi. Et donc, j'ai naturellement été dans les actions.
Du coup, avec l'expérience, je comprends plus ou moins le système. J'ai appris à le comprendre, j'ai appris à en prendre plein la figure quand j'avais tort. Bref, j'ai appris de mes erreurs et du coup, aujourd'hui, à peu près, je comprends, je peux vulgariser le système. C'est-à-dire une partie comme ça, comment je gagne ma vie. Et on arrive les cryptos. Les cryptos, j'y comprends rien. C'est de monnaie, déjà le côté monnaie, même si c'est pas strictement au sens propre du terme une monnaie, je n'ai jamais aimé le côté monétaire, j'ai jamais aimé le côté de dire le Bitcoin. Pourquoi il monte le Bitcoin? Parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Ok, ça me dépasse complètement. C'est pas parce qu'il est mieux qu'une autre, c'est pas, enfin bref, peu importe. Donc je comprends pas. Et je pars du principe que dans ce métier-là, qui est le conseil, le média financier, on parle pas de ce qu'on comprend pas. Donc moi, je ne comprends pas les crypto-monnaies. Il y a des gens qui le font hyper bien, qui ont certainement raison ou tort, j'en sais rien, ça ne me regarde pas, j'ai même pas d'opinion là-dessus. Donc je ne prends pas trop position là-dessus. Après, je veux bien croire qu'aujourd'hui, il y a une révolution numérique qui est en train de se faire. On voit aussi le blockchain derrière qui va changer la manière de fonctionner. On voit aussi la révolution à d'autres niveaux dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, il y a énormément l'hégémonie des grosses banques qu'on a connues avant, elle est en train de disparaître. Les gars, ils sont en train de courir derrière des autres structures qui sont bien plus compétitives qu'eux et puis qui sont bien plus en avance techniquement qu'eux. Quand on voit des boîtes comme Square ou comme cette nouvelle qui vient, j'ai oublié son nom, Stripe, qui vient venir en IPO aussi, toutes ces boîtes-là, ils ont 10 ans d'avance sur le système bancaire. Ils ne sont pas autant sclérosés qu'un certain système bancaire. Donc du coup, voilà, il y a quelque chose qui change. Donc, cette crypto-monnaie, ce blockchain, toutes ces nouvelles technologies ont certainement leur place quelque part. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça vaut? Comment est-ce qu'on peut valoriser le Bitcoin? J'en ai aucune idée. Et comment est-ce qu'on peut valoriser les autres monnaies? J'en ai aucune idée non plus. La seule chose qui me dérange, mais après, de nouveau, c'est moi. Et j'ai certainement tort. D'ailleurs, il y en a certains qui ont dit « Oui, mais t'as rien compris ». Probablement. Donc tu peux compter dessus. C'est clair. C'est pour ça que je ne dis rien, parce que je reconnais que je ne comprends rien sur certaines choses, et je pense que c'est mieux de me taire sur ce sujet-là. Mon inquiétude perso, en dehors du fait de jour où il n'y aura plus d'électricité, mais ça c'est une autre discussion, c'est le fait de dire, est-ce qu'à un moment donné, les gouvernements, ils vont pas dire non, ça nous dérange parce qu'on n'a pas la main dessus, contrairement au dollar, etc. Alors est-ce que ces monnaies-là vont être utilisées pour d'autres fonctionnalités? J'en sais rien. C'est pas à moi, je suis pas un visionnaire là-dessus. Et voilà, donc par rapport à ça, je pense que le monde évolue, je pense qu'on aura une crypto-monnaie, pourquoi pas un crypto-dollar qui est maîtrisé par le gouvernement américain. C'est la seule chose que je me dis. Quand j'entends les Indiens qui récemment commencent à rouler dans les brancards, quand j'entends Mme Yellen qui dit qu'elle aime pas ça et qu'elle veut le réglementer, on aime ou on n'aime pas, à tort ou à raison, quand vous avez les États-Unis qui disent « nous, on veut plus de Bitcoin sur notre territoire », je me réjouis de voir comment ça va faire, si ça se produit un jour. Ce qui n'est pas évident non plus. Après, il y a toute cette pléthore d'autres coins, tokens, machin qui sortent. Il y a des classements pour savoir qui sont les meilleurs du monde. Je veux bien, mais moi, je lisais un article. Alors, de nouveau, j'ai lu un article, donc ça veut pas dire que je suis un expert. Le Dogecoin, là, le truc que Elon Musk il revendique tout le temps, si j'ai bien compris, même le fondateur, il dit que c'est clownesque. Ouais, c'est une blague. Il est encore, je ne sais pas où est-ce qu'il est dans le classement, si c'est top 10 ou top 20. Ouais. Et n'importe quel débile peut miner du Dogecoin ad vitam aeternam. Donc comment est-ce que vous pouvez justifier qu'une monnaie prenne de la valeur alors qu'il y en a de plus en plus tous les jours et que n'importe quel tablard avec un Mac, il peut en créer tout seul dans son salon? Mon point de vue là-dessus, c'est que tant que le Dogecoin vaudra quelque chose, le marché des cryptos ne peut pas être considéré comme mature, ça c'est sûr. Alors effectivement, après à un moment donné, peut-être qu'il y aura une monnaie ou une autre qui sortira du lot, voilà. Mais c'est pour ça que je dis, encore une fois, c'est pas que j'aime pas, je joue aussi de ce jeu de faire j'aime pas les crypto-monnaies, parce que je ne comprends pas. Et honnêtement, je pense que si je m'intéressais plus, j'aurais un avis un peu plus poussé là-dessus. Mais moi, je suis là pour parler des actions, des indices et des sociétés. Voilà. Donc, j'ai jamais été aussi haussier sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies pour plein de raisons fondamentales. Et comme je te dis, je pense que tu as un argument quand même qui est un point de vue qui est très pertinent, parce qu'avec toutes les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup d'arguments contre les cryptos qui sont donnés. Et l'argument principal qui me paraît être un vrai danger, c'est celui de l'intervention de l'État, en particulier contre le Bitcoin, parce que poussé à son extrême, le Bitcoin est une menace existentielle pour les États, pour les banques centrales, pour l'économie, pour le système économique actuel en tout cas. Et donc, je pense que ton point de vue est tout à fait valable. Je pense que, j'aurais voulu pouvoir le formuler comme tu l'as dit, parce qu'effectivement, moi,
c'est une crainte que j'ai où je me dis, effectivement, jusqu'à quel moment les gouvernements qui sont, on le voit très bien aujourd'hui, ils veulent être en contrôle de tout. Voilà. Pas rentrer dans la polémique du Covid, mais ils veulent être en contrôle de tout. Et pourquoi ils laisseraient tout d'un coup ça être hors de contrôle? À côté de ça, il y a un autre parallèle que j'aime bien faire. Je me posais la question. Depuis ces 10 dernières années, 15 dernières années, on a mis un point central à lutter contre le blanchiment d'argent. Vous ne pouvez plus blanchir d'argent, c'est devenu une catastrophe. Mais par contre, on laisse circuler un machin intraçable où tout le monde peut faire ce qu'il veut avec. Et puis, dont 80% du business, ça tourne autour des armes, de la coke et puis des prostituées. Alors là, tu vas te faire allumer. Je vais me faire allumer, certainement. Non, mais la réalité, c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, je sais pas, il y a quand même un problème de ce côté-là. On nous a revendiqué qu'on ne pouvait plus blanchir de pognon, mais par contre, on laisse traiter une monnaie comme ça qui est intraçable. Bon. Moi, il y a un autre truc qui me dérange. J'ai une anecdote à raconter qui m'a un peu surpris parce que, de nouveau, je suis très humble. Alors, des fois, j'ai des avis un peu tranchés, ça n'engage que moi, mais enfin, voilà. Mais encore, il faut prendre mes avis tranchés sur les crypto-monnaies pour ce qu'ils sont parce que j'y connais rien et je le revendique. J'étais avec des amis l'autre soir dans un dîner, en respectant les distances sociales, avec des masques, etc. Pas dans un restaurant clandestin, absolument on est d'accord. Non, absolument pas. J'étais avec Marc-Olivier Fogiel. Et donc, du coup, je rencontre ces amis et il y avait 3 personnes qui maîtrisent, on va dire, la crypto-monnaie. Et donc, j'ai lancé le sujet pour avoir une vision de gens qui maîtrisent. Sur les 3, ils ne sont pas d'accord entre eux. Déjà, donc je me dis, ok, fine, donc tous les avis sont dans la nature. Et finalement, c'est comme à la bourse, personne n'est d'accord. Exactement. Donc après, disons, après de faire des prévisions là-dessus, ça devient très ésotérique. Et puis alors, last but not least, j'aime beaucoup les anecdotes. Je pense que j'ai déjà dû te la raconter dans une autre émission. En l'an 2000, je reviens toujours sur ma période de crash de l'an 2000, je prenais des cours de golf. C'était très tendance à l'époque parce qu'on gagnait beaucoup d'argent, donc il fallait se montrer sur les greens. Donc j'étais très mauvais, mais je prenais quand même des cours de golf. Et puis j'avais un prof de golf attitré, j'allais le voir 2 fois par semaine. Et un jour, il me dit, en janvier 2000, il me dit, écoute, j'arrête de donner des cours parce que je deviens trader professionnel. J'ai ouvert une boîte de gestion et je commence à traiter pour moi. Ok. Et donc le gars a commencé à traiter. 2 mois plus tard, boum, le marché a capoté, on a perdu 80%. Et tu as recommencé les cours de golf avec lui. Il m'a rappelé au mois de juin, il m'a dit, si jamais, voilà. Donc ça, c'était en l'an 2000. Et on disait, à cette époque-là, on disait le jour où, alors sans aucune reproche ou, sans aucune haine ou agressivité vis-à-vis de ses corps de métier, on disait quand le garçon de café, bon là, on ne travaille pas, on s'en fout, mais le garçon de café, le coiffeur ou le chauffeur de taxi vient te dire ce qu'il faut faire à la bourse, il faut vendre. Eh bien moi, l'autre jour, je suis allé chez le coiffeur et mon coiffeur m'a annoncé qu'il arrêtait pour faire du Bitcoin. Voilà. Justement, c'est pour ça que je suis relativement inquiet sur l'état du marché. C'est parce qu'on assiste tous, je pense, nous qui travaillons dans le domaine financier, on est tous face à des gens qui viennent nous parler de ce sujet-là, alors que d'habitude, ça arrive plutôt très rarement, quoi. Et on a tous entendu des histoires autour de nous de gens qui ont gagné beaucoup d'argent, que ce soit avec la bourse d'ailleurs ou avec les crypto-monnaies. Bien sûr, mais on a tous gagné de l'argent en l'an 2000 avec la bourse. Moi j'ai gagné perso, je vais donner des chiffres parce que comme ça au moins ça sera très clair. En l'an 2000, entre septembre 99 et mars 2000, j'ai investi 50 000 francs le 1er septembre. En mars 2000, j'avais 850 000 francs sur le compte. J'ai reçu aujourd'hui un email de quelqu'un qui disait « J'ai investi dans les crypto-monnaies, une newsletter, j'ai mis 40 000 €, je crois, avec comme objectif de les transformer en 1 million. J'ai fait ça c'était quelques mois, je crois, et c'est fait. 6 mois. Et en fait, je suis autour des 500 000. Et ça résonne parfaitement en fait avec ce que tu es en train de me dire. Alors il y a la suite. Tu verras dans la newsletter de quelques mois. Je pense pas qu'il nous réécrira pour nous dire combien il a perdu. Mais moi, je peux te raconter la mienne de suite si tu veux, quoi. Vas-y. Parce que donc, fin mars 2000, j'avais 850 000 francs sur le compte. Entre fin mars 2000 et début juin, je suis redescendu à 50 000. Entre deux, je me suis acheté une voiture à 50 000 francs. Donc, j'ai doublé mon capital, mais j'ai perdu tout le reste. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le recul, en continuant dans ce métier après, en apprenant de mes erreurs,
en apprenant le concept du stop loss avec l'art et la manière, j'ai discuté avec mes collègues du milieu financier, gérants de fortune, traders, enfin des gens qui... Et j'ai appris, alors que j'étais le seul, je suis le seul à avoir perdu de l'argent en l'an 2000. Donc si vous cherchez celui qui a perdu de l'argent en l'an 2000, c'est moi. Non mais tout ça pour dire que d'abord les gens, ils ont très très peur de dire quand ils perdent, parce que c'est moins glamour, ça c'est clair, mais ça fait aussi partie du jeu. Je pense que le gars qui vous dit qu'il gagne tout le temps, c'est un menteur. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, on est dans cette phase-là où voilà, je souhaite vraiment à tous ces gens qui sont ultra convaincus qu'ils vont devenir millionnaires grâce au Bitcoin que c'est le cas. Simplement, de nouveau, il y a des similitudes qui disent quelque chose qui ne joue pas. Voilà. Après. Moi, j'applique une règle depuis l'été passé. J'ai beaucoup investi en plein Covid. On écrivait tous les jours sur la lettre pour dire allez-y, c'est le moment d'avoir du courage et de vous jeter à l'eau. Ça tombait bien parce que tout le monde voulait investir à ce moment-là, parce que les gens visiblement attendaient. Et j'ai beaucoup investi et c'est vrai que, alors j'ai beaucoup perdu avant bien sûr, et tout à coup j'ai vu certaines de beaucoup en fait des valeurs que j'avais exploser à la hausse à toute vitesse. En fait, jamais j'avais vu ça avant. Et la règle que je me suis fixée, c'est dès que je vois des gains qui me paraissent inespérés, je vends des bouts, sans me poser de questions. Ouais. Même si je me dis que ça peut encore doubler, tripler, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ouais. Mais j'ai vendu des bouts. Et je pense que ça, pour tous les gens qui ne savent pas comment réagir devant des gains comme ça, c'est une bonne règle. Et puis il ne faut pas se projeter vers qu'est-ce que j'aurais gagné si je n'avais pas vendu. Non. Il faut prendre ses gains et puis se dire ce qui est gagné est gagné. Parce que l'histoire que tu décris sur l'an 2000, moi ça m'est arrivé aussi, alors pas en l'an 2000 parce que j'avais encore la lolette, pas tout à fait mais presque, mais ça m'est arrivé un peu plus tard. Et une fois qu'on apprend ça, je pense qu'on se met à appliquer ce genre de règles. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne les appliquent pas. Et que donc un jour, on devrait se trouver dans une situation compliquée pour le marché. Prendre des profits, ça fait partie du travail d'investisseur, savoir vendre. Alors effectivement, on a tous envie d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, mais ça de nouveau, il faut oublier, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est important de savoir prendre les profits. Et moi, quand j'ai commencé à l'époque, on disait toujours, quand tu fais 100%, tu vends la moitié. Ouais. Donc du coup, ta position, elle est gratuite, et ce qui te reste, elle ne te coûte rien. Donc même si tu perds tout, si le titre va à zéro, tu n'auras quand même rien perdu, puisque c'est... Voilà. C'est un peu comme quand tu vas au casino, tu rentres avec 100 balles, tu gagnes 200, tu reprends tes 100 balles et tu continues à jouer avec tes 100 balles. Au moins, tu n'as rien perdu. Et puis ça aide à gérer ses émotions. Quand on a une position où on sait qu'on ne peut plus perdre, même une chute de 50% de la valeur, on se dit bon, non, c'est clair. J'ai perdu que 50% de mes gains après tout. Absolument. Non, mais ça génère du cash aussi, c'est ce que je disais avant. Moi, je ne dis pas aux gens, là sur le portefeuille à 1 million qu'on gère avec vos bancs, j'ai des questions qui viennent tous les jours en disant oui, mais on a beaucoup gagné ces derniers temps, qu'est-ce qu'on fait? On vend tout. Mais je dis non, on a encore du cash. Donc pour l'instant, on laisse monter. L'idée, de nouveau, c'est un portefeuille qui est construit sur les 5 prochaines années au minimum. Donc si on commence à tout balancer maintenant parce qu'on a fait 20, on va faire quoi? Moi, franchement, aujourd'hui, j'ai de la peine à trouver des idées d'investissement. Oui, c'est ça. Quand on me dit ouais, donne-moi une idée d'investissement, mais je ne sais pas, tout est au top, il y a des trucs qui ont explosé. J'adore Ford pour des raisons historiques, on va dire, mais quand je vois qu'elle a fait x4 en 6 mois, je me dis ouais, quand même, ils n'ont pas non plus révolutionné quelque chose. Alors oui, ils vont avoir une voiture électrique, mais ce n'est pas les seuls. Donc tout ça, il y a cette peur globalement où c'est difficile de trouver des idées d'investissement. On dit là, il y a encore un truc à jouer. Il y a 2-3 petites boîtes que j'aime bien, que je suis attentivement, mais là, ça devient déjà de la spéculation. Je suis un fan d'une boîte qui s'appelle Fisker, qui fait des voitures électriques aussi. Et pour l'instant, je l'ai pas trop mal vu en termes d'investissement, mais c'est super difficile à traiter parce que ça reste des boîtes qui n'aiment pas d'argent. Donc aujourd'hui, vous achetez une boîte qui vaut déjà 2 milliards de market cap et qui ne gagne pas d'argent. Le jour où elle va à zéro, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même parce que ça veut dire que vous avez acheté de la daube et ça, vous le saviez. Donc là, on est en train de prendre un pari sur une hypothétique performance dans une année ou dans 2 ans. En prenant un autre exemple, Lucid qui a fusionné l'autre jour avec Churchill Capital, donc le SPAC. Ça, c'est encore un truc qu'il faudra qu'on discute, mais Lucid est valorisé à 57 milliards de dollars. Donc Lucid, il fabrique des voitures électriques. Oui. Enfin, ils ne fabriquent rien du tout pour l'instant. Ils ont un projet de voiture électrique qui devrait sortir à l'automne. Et ils devraient commencer à les vendre à l'automne. Et on les considère comme le concurrent de Tesla, sauf qu'ils n'en vendent pas de voitures électriques. Donc, je me dis, on est en train de valoriser un truc à 57 milliards de dollars.
à peu de choses près, et ils vendent 0. Donc c'est bien, et c'est un pari. Mais là, c'est la valorisation, elle est complètement ahurissante. Et donc voilà, c'est des trucs comme ça où je me dis... Tu as fait un bon pari très spéculatif sur le cannabis. Ça m'a étonné de ta part. Je me suis dit, mais il est fou. L'homme prudent que je connais, où est-il passé Quel est ton avis aujourd'hui? Parce que ça a été un pari super réussi. C'est vrai que les valeurs cannabis sont bien montées, en partie je pense aussi parce que Biden a été élu. Maintenant, on va où? On fait quoi avec ce cannabis? Bah alors, de nouveau, on c'est... fume. Non, je ne touche pas de ce point-là. En fait, je le dis souvent dans tout ce que je fais, et quand je parle à des gens, quand on pose des questions, qu'est-ce que je dois faire? Je dis toujours, il faut avoir un scénario. Le scénario de l'achat du cannabis dans le cadre de ce portfolio, je me suis dit, je crée un portefeuille avec des piliers centraux que j'aime, où je me dis, moi, demain, je peux mourir avec ça, ça me va très bien. On revient toujours à Warren Buffett qui disait si vous achetez des boîtes, vous devez acheter des sociétés où vous êtes parfaitement à l'aise si le marché est fermé pendant 10 ans et vous ne pouvez plus les vendre. Vive que de vos dividendes. Alors moi j'ai construit un portefeuille en disant je prends des boîtes que j'aime, qui vont me payer des dividendes, et puis j'ai mis un ou deux trucs derrière que je trouvais un peu fun, dont le cannabis. Mais j'ai acheté le cannabis parce que je me suis dit, j'ai lu comme tout le monde, j'ai pas inventé l'eau tiède. On a dit, Biden est élu, si Biden est élu, il va légaliser le cannabis, à terme. Et Biden a été élu, donc il y avait le pari électoral déjà. Une fois qu'il a été élu, le but maintenant c'est qu'il soit légalisé. Après, quand on lit les articles qu'il y a derrière, les patrons de boîtes de cannabis, les politiciens disent tous qu'ils travaillent dessus, simplement c'est pas on-off, ça prend du temps. Donc le marché, il va se consolider et il va redémarrer quand on aura des vraies lois qui vont débarquer. Ça peut prendre 6, 8, 12 mois avant que ça bouge. J'y parlais de 18 mois, un truc comme ça, maximum. Donc c'était pas juste un coup, c'est vraiment un pari de long terme. Non, faire un coup, c'était pas de faire du in and out. Ce portefeuille n'a pas forcément vocation. Je pense que si le jour où c'est légalisé, l'ETF qu'on a, le MJ dans le portefeuille, là on fait 120% ou 130% de performance dessus. Moi je pense que c'est un truc qu'on peut faire 250 ou 300% à terme. Pourquoi j'irai les vendre? Je peux prendre des profits de nouveau pour acheter quoi? Autre question. C'est la grande... Du Bitcoin peut-être. Je crois que tu n'en as pas en portefeuille. Je ne peux pas mettre dans le portefeuille. C'est marqué en haut. Un tout petit caractère en bas. C'est marqué en bas, je ne peux pas mettre. Non, mais je pense que, de nouveau, là aussi, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Oui, mais tu fais un portefeuille et puis tu as une vision hyper long terme et puis quid des opportunités qu'on rate. Attention, quand on fait un portefeuille, on structure un bloc. Donc j'ai structuré un bloc défensif long terme, ça ne veut pas dire qu'à côté, je n'ai pas le droit d'aller faire du Bitcoin avec une autre partie du portefeuille. Mais il ne faut pas mélanger non plus les torchons avec les serviettes, quoi. Donc c'est tout, c'est un mode de pensée. Il y a des gens qui m'ont dit aussi, mais quand on t'écoute parler, on n'a pas l'impression que tu es capable de gérer un portefeuille à long terme parce que tu as l'air aussi très court terme. Mais c'est une discussion. Si vous me dites qu'est-ce que tu penses du marché demain, pour demain, ou qu'est-ce que tu penses dans 10 ans? Dans 10 ans, je vous dis, on est plus haut. 100% sûr. Mais c'est vite demain, dit. Puis après, il n'y a plus rien à dire. C'est ça, c'est embêtant. C'est ça, mais par contre, si vous me dites qu'est-ce que tu penses demain, c'est 50-50. Donc là, on a plus de discussions. Dernier actif que je voulais aborder avec toi, c'était l'or, que je trouve très intéressant, en fait, que je ne trouvais pas très intéressant quand il montait tout droit, parce que tout le monde savait ce qui allait se passer. Maintenant, les gens sont un peu plus partagés sur ce qui se passe avec l'or. Donc il est monté à 2000 et quelques, maintenant il est à 1700 et des poussières. Et puis ça semble... il y a une espèce d'indécision sur l'or, alors qu'il y a quand même plein de signaux qui nous feraient dire qu'à long terme, ça reste un bon pari, même à moyen terme. Il y a la question de savoir si justement c'est un petit peu mangé par le Bitcoin. Personnellement, je pense qu'il y a une partie de ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans qui veut acheter de l'or, en fait, il n'achète pas de l'or, il achète des crypto-monnaies. Peut-être que ça ne durera pas, justement. Quel est ton avis sur l'or, moyen terme, long terme ? Il y a une forte conviction sur l'or. Il y a quelques mois en arrière où ils étaient tous convaincus que c'est à 4000. Je me suis assez moqué d'eux parce qu'ils sont arrivés du jour au lendemain. Je ne savais plus dans quelle configuration. Cette fois, c'est bon. On entend cette histoire de l'or qui va à 4000 depuis la nuit des temps. L'or est clairement un asset assez atypique puisque ça ne rapporte rien. Le gros avantage, c'est qu'on sait combien il y en a sur la planète. On sait qu'on ne peut pas le détruire et on sait qu'il n'y en aura pas plus. Donc après, c'est une question de prix de demande. Par contre, on sait que c'est un produit hyper efficace contre l'inflation à long terme.
ce qui est absolument aberrant, ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps, et je l'ai assez dit ces derniers jours. On a passé 3 semaines à vivre dans le spectre de l'inflation, et l'or, il a fait que baisser. Ouais. Ce qui est complètement illogique par rapport à ce qu'on vous apprend dans les théories de l'investissement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit toujours que l'or est un produit qu'on a en portefeuille, pas parce qu'on veut devenir riche, mais qu'on veut rester riche. Donc ça veut dire que toutes les grandes familles, soi-disant, ils en ont 5% dans leur portefeuille, en se disant au cas où le capitalisme tel qu'on le connaît, il s'effondre, et puis on n'a plus que de l'or, bah l'or il va faire x20, et puis l'un dans l'autre, on n'aura rien perdu. On aura hedgé. Donc c'est un produit plus de protection qu'autre chose. Aujourd'hui, l'or ne fonctionne pas, ou pas bien, parce que les gens n'ont pas peur. Encore une fois, on arrive à un niveau d'euphorie où on n'a pas peur que ça baisse, les shorts sont au plus bas de tous les temps, on a une confiance, la volatilité elle est nulle, les gens vouloir parler de protection, ils s'en foutent complètement, donc on n'a pas peur. Donc pourquoi aller acheter de l'or ? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus à faire à côté. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Après aussi la faiblesse du dollar qui lui a pas forcément arrangé les billes pendant un moment. Moi je pense que pour l'instant c'est un truc, moi j'en achète un petit peu, j'en ai mis dans le portefeuille trop tôt. Mais j'en achète un petit peu parce que je me suis dit, on flippe sur l'inflation, ça faisait du sens. L'argent est un autre pari que je pense que l'argent il va cartonner parce qu'on en a un vrai besoin industriel et toute la technologie qui se développe aujourd'hui, entre autres dans les voitures électriques, c'est très consommateur de ce genre de choses. Donc je pense qu'on aura des surprises sur l'argent plus que sur l'or. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait du sens dans un portefeuille défensif d'avoir un peu d'or et un peu d'argent. C'est pas là-dessus qu'on va faire des cartons, mais de nouveau, là aussi, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les marchés, c'est que les gens, ils veulent maximiser, mais vraiment maximiser à fond leurs revenus. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on est en train de perdre cette notion de diversification. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui sont capables d'aller faire du all-in sur du GameStop, sur du Bitcoin, parce que, voilà. Pourquoi aller perdre du temps sur une Coca-Cola qui vous rapporte que 3,5% de dividendes, alors que je peux aller acheter du Bitcoin et faire x2 toutes les semaines ? Il y a aussi beaucoup d'investisseurs, depuis plusieurs années d'ailleurs, qui sont complètement, uniquement sur la technologie américaine, les fameux FANG. Ouais. Et en fait, ça a hyper bien fonctionné. Donc il y a une forte conviction là-dessus. Et peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Toi, tu n'es pas sûr ? Alors, un jour, ça s'arrêtera peut-être, mais là, tout de suite, je vois pas comment. Parce que, c'est ça le truc. Le truc, c'est que... Alors, de nouveau, moi, je suis un fan des FANG. Alors, pas tous les FANG, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup Microsoft, j'aime beaucoup Apple, j'aime beaucoup Amazon. Le reste, je pense que Netflix, c'est un effet de mode. Et Facebook, j'aime de moins en moins leur philosophie. C'est une boîte à pognon. Et j'aime pas du tout le CEO. Et de plus en plus, et j'aime pas l'image que ça véhicule de plus en plus. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Google, extraordinaire. Les 4 là, oui. C'est pas les FANG. Ça fait quoi ? Ça fait 2 A, un M et on va trouver les MAGA. Les MAGA. Et donc, ça, j'aime bien. J'aime bien parce que Microsoft, super boîte, on peut pas s'en passer. Satya Nadella, le mec, c'est juste une star. Depuis qu'il est là, il a fait tout juste. Tout juste, il a fait plus juste que Ballmer, évidemment. Il a fait plus juste que Bill Gates à l'époque. Donc, le mec, il a fait tout juste. Et je pense qu'il continue à faire tout juste. Ils ont targeté le cloud, ils sont en train de cartonner dans le cloud, ils ont targeté les consoles, ils sont cartonnés dans les consoles. Le software, on n'en parle même pas parce que, voilà, captif à vie, de toute manière. Donc, voilà. Donc, Microsoft, c'est pas une question. Ça montera peut-être moins verticalement que c'est monté ces dernières années, mais il n'y a pas de souci à se faire. Amazon, c'est là, je pense qu'on n'a même pas vu encore ce qu'il va nous faire derrière. Parce que le business derrière, il fait tout juste. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde s'est foutu de lui à l'époque sur les bouquins, au tout début de l'histoire. Tout le monde s'est foutu de lui sur la distribution. Tout le monde s'est foutu. Le business model de Jeff Bezos, c'est d'investir comme les autres. C'est-à-dire qu'identifier les business qui fonctionnent et de les répliquer. En plus, maintenant, il a le pognon pour le faire. Donc, il se fait plaisir. Il développe. Et je pense que techniquement, je ne serais pas surpris que c'est un truc qui va nous cartonner à la hausse, un de ces 4, parce que tout d'un coup, on va se dire, bah ouais. Je suis tombé hier sur une vidéo de 1999 d'une émission américaine qui s'appelle 60 Minutes, qui est très connue, dans laquelle il présentait Amazon en disant regardez, cette société, elle vaut des milliards, c'est pas possible. Il faudrait, à l'époque, il faisait que les livres, il faudrait qu'ils vendent tous les livres de la planète pour que ça vale ce que ça vaut aujourd'hui. Puis là, maintenant, on est 20 ans plus tard, et hier, ils annoncent qu'ils se lancent dans la télémédecine. Et je trouve que c'est vraiment révélateur de ce que c'est cette société, cette espèce de machine
à dévorer le monde comme ça. Bien sûr. C'est presque effrayant en fait. Mais financièrement, Alors ça, c'est un pari extraordinaire. Absolument. Moi, je dis pas que c'est pas effrayant. Après, mais moi, j'ai jamais été Amazon, on va pas non plus revenir dans le passé parce qu'à chaque fois je fais des flashbacks, mais Amazon c'était quelque chose qui était effectivement dans les années 99 qui n'était pas très très aimé. Après, bon, il a fait tout juste, il a montré qu'il avait raison, mais aujourd'hui, avec le confinement, comme je le disais au début, j'étais pas un fan de faire mon shopping sur Internet, mais par la force des choses, j'ai pas eu le choix. Mais ça va vachement plus vite, c'est vachement moins cher, c'est vachement plus pratique. Le seul problème que j'ai aujourd'hui, c'est d'évacuer les cartons que je reçois. Alors, je vis exactement la même chose et je pense que tout le monde est en train de vivre ça. Hier, j'ai reçu 24 bocaux de tomates, de sauce tomate italienne artisanale bio. Tu peux payer le resto, forcément. Voilà. et je reçois des paquets quasiment tous les jours maintenant. Ouais. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Et c'est difficile d'imaginer qu'on va revenir en arrière sur ça. Non, moi je reviendrai jamais. Ouais. Moi, ça devient un cauchemar d'aller au supermarché alors qu'avant j'y allais sans problème. En plus, il faut y aller avec un masque, donc voilà. l'expérience n'est même plus devient désagréable. Je me suis monté un studio à la maison pour faire de la vidéo aussi, donc je suis parti en plein confinement. J'ai dû acheter du matos pour faire de la vidéo. J'y connaissais rien. Ni au matos, ni rien. J'ai trouvé toutes les informations que j'avais pour le faire. J'ai tout commandé. J'ai monté mon studio. J'ai pas foutu les pieds dans un magasin de tech en Suisse ou en France ou n'importe où. Rien. J'ai tout improvisé sur place. Vous commandez, c'est 24 heures, 48 heures, c'est sur place. Quand ils disent que ça sera livré demain, c'est livré demain. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Donc moi, je pense que c'est une boîte qui a un potentiel de fou. Le cloud est encore un truc qui va lui permettre de cartonner en plus. Et en plus, il a ce côté mimétisme. Là, tu parlais de télémédecine. Dès qu'il voit qu'il y a un business qui est en train de se développer, il réplique. Et donc ça, c'est super. Et puis Google, alors Google, pour moi, c'est la World Company. Pour moi, c'est la boîte... si on devait dire qui sera la World Company un jour, ce sera Google, parce que Google, on ne sait pas tout ce qu'ils font, mais ils développent des business dans tous les coins, et ils font des IPO à droite, à gauche et machin. Ils sont partout et ils font tout juste. Donc, j'adore Google. D'ailleurs, c'est une des seules qui n'a pas trop pris de claque ces derniers temps dans la technologie. Elle est toujours au top et ça fonctionne très bien. Puis après, il y a Apple. Alors Apple, elle souffre parce que les gens disent oui, mais non, Apple c'est trop cher et puis on n'en veut plus. Ah ouais, ben bien sûr, on n'en veut plus. N'empêche qu'ils n'arrivent pas à livrer les iPhone 12, donc ça veut dire qu'on en veut quand même un tout petit peu. Et puis, alors là, un truc qu'on néglige, je trouve, d'une manière hallucinante chez Apple, ils ont annoncé 111 milliards de revenus sur le dernier trimestre 2020. En pleine pandémie, les mecs, ils gagnent 111 milliards de revenus. Le titre explose à la hausse sur l'annonce des résultats. Puis après, il se prend 15% dans la tête. Ouais, parce que Apple, c'est fini. Ouais, bien sûr. Donc, j'aime bien ça. Je pense que ça fait partie de... Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un portefeuille avec 4 positions. Ça veut dire qu'il faut avoir un portefeuille avec ces 4 positions et d'autres derrière autour, si on peut se le permettre. Voilà. Moi, c'est des boîtes, je pense qu'on a encore du potentiel. Et dire aujourd'hui, ouais, c'est fini, c'est comme si on dit aujourd'hui, le bull market, c'est terminé. On n'en sait rien. On est dans une phase où ça peut encore... Et aujourd'hui, si je suis inquiet, comme je l'ai dit par rapport à tout ce qu'on a abordé dans cette discussion, je ne suis pas inquiet sur Apple, Microsoft ou Google. Même s'il y a une correction et que ça perd 20%, ouais, c'est bon, quoi. C'est pas la fin du monde. Donc la tech, ça reste un des grands paris pour les 10-20 prochaines années. Je pense qu'on aurait tort de ne pas y croire, parce que je veux bien imaginer pandémie, je veux bien imaginer ralentissement économique, je veux bien imaginer plein de trucs. Mais à quel moment l'être humain ou l'humanité a décidé de ne plus avancer ? Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite que ce qu'il y a 25 ans. Je faisais un parallèle l'autre jour, je me disais, mais on dit, ouais, mais la tech, à un moment donné, ça va bien. Ouais, alors, je reviens de nouveau dans le passé, mais qui aurait dit en 1980 qu'un téléphone, ce serait un téléphone portable, ce serait autre chose qu'une valise de 4 kilos qu'il fallait brancher dans une voiture et puis qui tenait 12 minutes en charge. Qui aurait dit dans les années 90 qu'on aurait des smartphones où on pourrait faire tout ce qu'on fait avec aujourd'hui ? Personne. Alors, dans les années 90, quand on a commencé à utiliser les premiers téléphones portables, c'était comme ça épais, il y avait un jeu dedans, enfin bon, j'ai besoin de faire le... Et on a évolué à une vitesse, et là, ça accélère. On a des nouveaux paris qui arrivent sur l'intelligence artificielle, sur la biotechnologie. À la vitesse où on a développé les vaccins sur le Covid, on peut quand même se poser des questions. Alors certains diront, oui, c'est un scandale. Mais de l'autre côté, ils ont été quand même super vite. Alors à tort ou à raison, ça marche pas. Pas polémiquer là-dessus, mais sur la forme,
il y a une progression phénoménale de ce niveau-là. La télémédecine, pareil. De plus en plus, les gens n'auront pour 80% des trucs n'auront plus besoin de se déplacer. J'ai vu l'autre jour qu'ils ont commencé à opérer à cœur ouvert avec le médecin qui était à 800 km du gars. Donc, tout ça évolue et aujourd'hui, on n'imagine pas arrêter les choses. La voiture électrique, je suis un fervent détracteur de la voiture électrique pour des raisons qui me sont propres, mais malgré tout, c'est quelque chose qui va dans cette direction. Je ne suis pas persuadé que la voiture électrique soit la solution finale, mais c'est en tout cas l'intermédiaire pour aller vers ce qui sera notre moyen de déplacement dans 10 ans. La voiture autonome, alors ça, je suis clairement un anti-voiture autonome à terme. Mais tu n'y échapperas pas. Ah, mais je préfère aller à pied que pour une voiture autonome. Jamais je serai conduire un ordinateur à ma place. Mais c'est culturel. Hein. Je pense que mes enfants ou les enfants de mes enfants, ils n'auront pas de problème. Mais je lisais un article l'autre jour, monter dans un avion qui est piloté par un ordinateur, mais plutôt crevé, quoi. Pourtant, aujourd'hui, un avion de ligne, il est piloté à 90% par l'ordinateur. Le pilote, il ne fout plus rien. Mais psychologiquement, non. Et bon, alors, moi, j'aime conduire, hein, désolé. Donc, me dire non, je vais faire conduire la voiture, ça me gonfle, quoi. Mais effectivement, c'est culturel. Parce que c'est comme. Je pense que c'est un peu les mêmes personnes qui, à 20 ans, disaient je ne veux pas conduire de voiture automatique, jusqu'au moment où on leur a présenté une Tesla. Absolument. Et puis là, ils ont changé d'avis. Et je pense que ça marche un petit peu comme ça. Ce que tu disais là me fait enchaîner sur une dernière question. J'aurais bien aimé continuer ça encore tout l'après-midi avec toi. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on rende ça relativement court. Ce que tu disais sur la technologie, ça m'a fait penser au fonds d'investissement ARK et à Cathie Wood qui s'est fait tirer dessus à boulet rouge. Tout le monde s'est jeté sur elle comme un vautour à cause de cette histoire d'inflation, justement, de l'effet sur les valeurs technologiques. Son fonds a baissé, etc. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est, on parlait de Warren Buffett tout à l'heure, si le marché fermait pendant 10 ans, est-ce que tu serais capable de mettre un gros ticket sur Cathie Wood et son fonds ? Oui. Pas sur elle, mais oui. Moi, je pense que en fait, les innovateurs, ceux qui font du fonds innovation, enfin qui font de l'investissement dans tout ce qui est innovation, c'est pas elle qui a inventé le concept. Il y en a plein qui l'ont fait avant elle. Elle a su le marketer peut-être mieux que d'autres aux États-Unis. Moi, perso, je travaille avec une boîte à Genève qui font ça. Qui sont, à mon avis, aussi tôt qu'elle dans le business, qui sont hyper compétents et qui marchent aussi bien qu'elle, à mon sens. Donc, en tant que local de l'étape, j'irais plutôt investir avec des gens comme ça, mais sur la philosophie, oui. Après, ça me fait rigoler parce que j'ai eu un contact l'autre jour avec un journaliste qui m'a dit « Oui, mais alors Cathie Wood, c'est une star. » J'ai dit « Non, il y a une année en arrière, on ne savait même pas qui c'était, quoi. » Façon de parler. La première chose. Mais la deuxième chose, c'est alors on dit « Ouais, elle a perdu 25% sur son fonds. » Oui, mais elle a fait 180% l'année passée. Donc, il faut juste aussi remettre... En même temps, quand on fait de l'investissement volatile, parce qu'on rentre quand on regarde son portefeuille, elle a acheté de la Tesla, donc on prend les risques qui vont avec. Elle a acheté du Palantir, on voit les risques qui vont avec. Elle a acheté du Invitae, là aussi, ça va, c'est super sur le papier, mais dans la réalité, ce que ça donne, bon, ça fait partie du jeu. Quand vous investissez dans ce type de produit, le potentiel de hausse est énorme, mais le potentiel de baisse et de volatilité va avec. Maintenant, c'est clair que si vous achetez du Coca-Cola, vous ne vous attendez pas à avoir 50% de volatilité intraday, quoi. Mais sur les produits qu'elle a, elle, oui. Donc forcément, il faut comparer de nouveau ce qui est comparable et pas mélanger les torchons et les serviettes. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un portefeuille long terme, à 10 ans, il faut avoir du défensif, il faut avoir de la croissance, il faut avoir une diversification. Et c'est pour ça que je dis, moi, je gère un portefeuille pour vous. On parle d'un portefeuille à 1 million qui est défensif. Le but, c'est que vous puissiez investir là-dedans en vous disant, voilà, maintenant, je pars 6 mois aux Maldives et quand je reviens, j'ai pas besoin de m'inquiéter de savoir si mon portefeuille il a fait comme ça. Ça va bien se passer. Par contre, vous prenez un portefeuille ultra technologique, innovation, comme Cathie Wood, elle revendique, vous partez 6 mois sans regarder, c'est pile ou face. Hein. Ça peut être beaucoup plus volatile. C'est ce qu'on fait chez Vauban. En fait, on a plusieurs portefeuilles. Bien sûr, on a un sur la tech. Ouais. Effectivement, les gens étaient complètement euphoriques ces derniers mois. Mais tous les gars qui ont été faits récemment, au moment où ça a commencé, on a commencé à parler d'inflation puis que les chutes sont arrivées, c'est clair que c'est arrivé très vite. Et il y a certains membres de la publication qui ont été très surpris et puis
qui ont tendance à paniquer devant la vitesse de la chute, en fait. Mais ça, c'est inévitable quand on investit dans ce genre de choses. Absolument. Bon, alors, un autre exemple qui date d'il y a 2 jours, c'est Plug Power. Plug Power qui fait de l'hydrogène, qui est devenu la méga star avec Ballard Power ces derniers temps sur le côté hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est devenu là aussi, c'est une révolution. Personne ne comprend rien ni ce qu'on va en faire avec exactement, mais c'est génial. En tout cas, ça c'est sûr. Hein, donc voilà. De mémoire, Plug Power valait $3 au lendemain de la crise du Covid l'année passée. Elle est montée jusqu'à 75 il y a quelques semaines en arrière, fin janvier. Parce qu'entre autres, elle a signé un deal comme quoi ils vont faire des camionnettes à hydrogène avec Renault. Là, sur cette nouvelle-là, du coup, c'est un deal qui est présenté 1,2 milliard. La boîte prend 8 milliards de market cap. Pour bosser avec Renault, hein, donc, qui vaut déjà elle-même 10 milliards. Enfin bref. Donc, Ballard Power s'envole, elle monte à 40 milliards de capitalisation boursière, jusqu'à $75. Là, il y a un gars qui arrive qui dit « Ouais, alors moi j'ai fait mes analyses, tac, 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 dans 12 mois, ça vaut $100 minimum. » Et puis hier, ils ont annoncé qu'en fait, ils se sont rendus compte que leur bilan, il est pourri en 2018, 2019 et 2020, il y a des erreurs. Des erreurs de comptabilité dedans. Le titre a perdu 8% le premier jour. Hier, il a perdu 23% à l'ouverture. Il est remonté intraday, mais il perfidie quand même en bête de 8%, donc c'est 16% de perdu sur 2 séances. Et la boîte n'est plus qu'à $37. Elle est encore loin des 100. 75, 37. La correction là, 75, 37, c'est 1 mois de trading. Donc c'est divisé par 2. Oui, ça c'est bien. Alors, dans le sens de la montée, c'est super. Dans le sens de la descente, ça fait quand même super mal. Hein. D'autant que ça va souvent plus vite qu'à la montée. Alors surtout. Puis surtout que quand on regarde tomber un titre, on se dit ouais mais là il va s'arrêter. Là, il s'arrête. Non, mais là, maintenant, je pense qu'il s'arrête. Putain, il s'arrête pas, quoi. Donc, c'est comme quand Tesla monte. Là, exactement. On se dit c'est fini, ça ne peut plus monter. Mais et c'est ça qui est mauvais aujourd'hui, quelque part, dans le marché. Des mouvements pareils, ça n'augure jamais rien de bon. Voilà. Alors, peut-être qu'on va simplement, cette fois dans l'histoire, se stabiliser, puis repartir gentiment. Mais voilà, mais c'est des exemples typiques. Et tu le disais très justement, il y a des boîtes, quand ça commence à corriger, surtout dans la tech, plus ça monte vite, plus ça baisse vite. C'est juste comme ça. Et ça ramène toujours aux gens qui disent « Moi, je veux faire de l'investissement, je ne veux pas prendre de risques, mais je veux gagner beaucoup d'argent. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut choisir. Voilà. C'est où vous prenez le risque de gagner beaucoup d'argent avec le risque d'en perdre beaucoup. Mais si vous voulez être tranquille, vous prenez autre chose. C'est ça. Voilà. On arrête là. Merci beaucoup. Bah oui, un grand plaisir de t'avoir reçu. Et puis, une prochaine fois ici, je pense, avec plaisir. dès qu'on pourra. Comme d'habitude.